Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo. Jacqueline de Bernardi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, rappelons que vous êtes la présidente de l'AMPN, l'association monégasque pour la protection de la nature, pour les personnes qui n'auraient pas entendu la précédente émission. Alors, le mardi 20 octobre, c'était 20 octobre 2015 bien entendu, c'était l'anniversaire des 40 ans de l'association qui se déroulait au musée océanographique de Monaco en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. En cette occasion, une projection a été présentée au public. Comment a-t-il été accueilli ce film par les invités ? Merveilleusement bien. En fait, c'est un film qui a été réalisé par l'association qui s'appelle Image Nature Production, que nous avons tourné depuis pendant un an environ, qui permet de retracer l'historique de l'association et de montrer non seulement ce qui a été fait depuis 40 ans, mais ce qui est en train de se faire, et de présenter les projets que nous avons abordés dans le film. Alors c'est vrai que notamment notre souverain a grandement apprécié le film. C'est un film didactique qui est tout public et qui permet une bonne compréhension du fonctionnement des aires marines protégées de la Principauté et de présenter en plus bien toutes les espèces qui s'y trouvent que les nageurs lambda ne voient pas forcément, parce que c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus visibles quand nous y allons dans le cadre de nos plongées régulières dans les réserves. Voilà. Alors, ce film a été tourné dans quelles conditions ? Je suppose que ça n'a pas dû être si facile que ça. Il a fallu préalablement, puisque l'équipe du film était une équipe qui n'était pas habituée, qui n'était pas habituée à la réserve, préalablement il a fallu baliser différents sites, identifier les lieux et notamment les lieux sur lesquels se sont immergés des récifs artificiels où l'on trouve une faune et une flore très spécifiques, c'est-à-dire la faune notamment des récifs, quels que soient les fonds, en grande profondeur ou sur des fonds d'environ 10 mètres. Donc il y a eu un balisage préalable de la zone. Après il a fallu essayer d'imaginer comment on allait présenter 40 ans d'action. Parce que 40 ans, il y en a eu tellement. Donc c'est parti vraiment d'un historique. On a essayé de montrer quelles étaient les raisons pour lesquelles l'association a été créée et donc les réserves ont été créées. Et vraiment de montrer pas à pas comment on a évolué au cours de ces 40 ans pour arriver aujourd'hui à un résultat qui est hors du commun, parce qu'en fait, notamment pour la réserve du Larvoto, qui est la plus grande puisqu'elle mesure 33 hectares, c'est à la fois une réserve en milieu urbain et en même temps un véritable laboratoire en milieu naturel pour les scientifiques. Donc c'est vrai qu'il fallait montrer ces deux caractéristiques-là, l'aspect réserve, faune, flore, protection de la biodiversité et la spécificité vraiment liée à la recherche. Et ce sont des recherches qui sont effectuées depuis 40 ans. Alors depuis les 40 ans de la création de l'association, quels ont été les principaux points forts à travers le temps jusqu'à aujourd'hui ? Il y en a eu beaucoup parce qu'en fait le premier élément, à l'origine en fait le point fort c'était de préserver l'herbier de Posidonie, là je parle de la réserve du Larvoto. Le constat aujourd'hui c'est que dès l'instant où on a une zone qui est protégée, qui est interdite à la navigation, en ce qui concerne l'herbier tout du moins, l'herbier peut évoluer librement. Le constat aujourd'hui, c'est que il n'a pas régressé, contrairement à ce qui se passe dans certaines zones, puisque les ancrages des bateaux, par exemple, sur le littoral, provoquent de nombreux dégâts pour l'herbier, pour les nacres également. Et donc non seulement il n'a pas régressé, mais surtout il a progressé vers le large, ce qui montre que les actions qui ont été menées de préservation sont efficaces. Après, il a fallu, parce que c'est un fond sablo-vaseux, sur lequel, alors potentiellement, on pourrait dire qu'il n'y a rien. En fait, non, il y a de la vie partout. Mais c'est vrai que ce fond est relativement plane. Donc, la deuxième étape, ça a été d'immerger de nombreux récifs artificiels, si bien que ça a permis de constituer de nouveaux substrats, de nouveaux habitats, en fait, sur lesquels bien des diverses espèces de poissons, d'invertébrés ou autres ont pu venir se fixer ou habiter et trouver des lieux privilégiés pour pour évoluer et se reproduire en toute liberté. Donc ça a permis d'augmenter la population de poissons. Aujourd'hui, on
a par exemple des mérous qui ont une taille considérable. Bon, je vais éviter de dire où on les trouve en particulier, mais c'est vrai qu'on a une forte population d'espèces, de mérous, de chapons et autres, qui montrent bien que ces nouveaux habitats qui ont été créés bien ont permis effectivement à la faune de se reproduire de manière plus dense que dans un milieu non protégé. Après, on a effectué des expériences de coralliculture. En fait, le corail en Méditerranée comme ailleurs n'est pas une espèce à proprement parler menacée. Ceci dit, c'est une espèce qui pourrait l'être économiquement, puisque le corail est récupéré pour en faire des bijoux ou autres. Et là, l'idée, c'était de tenter cette expérience et de construire des grottes à corail, de les immerger à une profondeur relativement importante dans des zones ombragées et voir s'ils pouvaient se reproduire. Donc en fait, ça a été une opération, on a réalisé du bouturage et les résultats là aussi ont prouvé qu'on peut faire de la culture de corail. Après bon, ce sont des expériences qui nécessitent des conditions particulières et c'est vrai que cette expérience-là, à un moment donné, a été abandonnée parce que ça a été fragilisé par les fortes chaleurs. Après, c'est vrai que régulièrement, bon, des problèmes de suspension ou autres en mer, les sédiments qui peuvent évoluer ou qui peuvent être un petit peu remués régulièrement, peuvent avoir des interférences et empêcher le corail de se développer. Ceci dit, on va les remettre en route parce que c'est vrai que c'est très intéressant et ça concerne évidemment les scientifiques qui veulent véritablement poursuivre ce type d'opération. Après, ce qui a été important aussi, c'est le suivi des nacres, puisqu'aujourd'hui on a une densité de nacres qui est beaucoup plus importante qu'en milieu non protégé. Elles sont protégées, elles sont régulièrement balisées, comptées, et qui montrent qu'effectivement, à ce niveau-là, la réserve se porte bien, parce que il y en a actuellement, je crois, balisées, c'est-à-dire suivies, à peu près 650. Je pense qu'on peut considérer qu'on en a sur l'ensemble de la réserve 3 ou 4 fois plus. Ça, c'est énorme parce qu'en plus, elles vivent très bien là-bas. Donc ça, c'est vraiment des opérations majeures auxquelles on adjoint régulièrement le nettoyage des fonds systématiques, même si comparativement à d'autres zones du littoral, on a des fonds relativement propres. C'est-à-dire, nous, on récupère parfois des choses qui sont au fond, qui sont drainées par le courant Ligure. On peut dire que les fonds de la réserve sont assez propres. Destination Monte-Carlo. Alors, revenons à cette soirée. Lors de cette soirée étaient présents de nombreuses personnes, notamment des scientifiques venus de plusieurs pays. Avez-vous eu des échanges avec ces personnes? Sont-ils optimistes pour l'avenir? Et quelles sont les solutions à mettre en place s'il y a solution? Je crois que là, déjà, ils sont très optimistes parce qu'ils voient que nous servons de modèle, en fait, puisque il faut vraiment avoir en tête que nous avons une réserve urbaine qui a été créée. Ça montre qu'avec de bonne volonté, une attention permanente, on peut effectivement protéger l'environnement et tenter des actions de préservation du littoral et des espèces. L'idée, c'est qu'on multiplie ce type de réserve, puisque là, actuellement, par exemple, par rapport à Monaco, il y a la réserve de Roquebrune, il y a la réserve de Beaulieu. Une réserve est en pourparlers au niveau de Cap d'Aille. Ce qui intéresse les scientifiques, c'est que ces aires marines protégées se multiplient de manière à augmenter en fait ce qu'on appelle l'effet réserve, c'est-à-dire que les poissons qui sont dans une réserve sont à l'abri, ils peuvent se reproduire facilement, les larves de poissons sont disséminées à l'extérieur des réserves puisqu'il n'y a pas de frontières, et ça augmente sur le littoral les populations de poissons. Donc là, ils sont très, très optimistes par rapport à ça. Après, il faut toujours être vigilant parce que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est une attention quotidienne et c'est surtout des modalités de gestion particulières qui nécessitent de s'orienter vers des plans de gestion à long terme avec des objectifs précis, des objectifs surtout scientifiques très rigoureux, en mettant en place les différentes opérations ou les différents éléments de recherche d'améliorer la gestion d'une aire marine protégée, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire dans un milieu très naturel comme en Corse avec la réserve de Scandola, ou dans un milieu urbain. Donc les
les résultats sont positifs, encourageants et tout le monde a envie de s'y mettre et de poursuivre ce genre d'action puisque c'est vraiment quelque chose qui est préconisé à l'échelle française ou européenne. C'est parfait. Alors, sur votre site, j'ai vu qu'une équipe de journalistes sont venus tester les nouveaux détendeurs MK25 Evo dans l'aire marine protégée du Larvoto. Vous avez quelques explications à nous donner ? En fait, nous, notre objectif, c'est de médiatiser systématiquement l'aire marine protégée du Larvoto. Il n'est pas si facile de venir y plonger, donc on accueille régulièrement des journalistes. Et là, en fait, on faisait une double opération. Il y avait un test de détendeur, puisque c'était dans le cadre du matériel de Scuba Pro, puisque nous sommes heureusement sponsorisés par la société Scuba Pro, qui est notre partenaire, qui met à disposition son matériel, parce qu'ils ont bien pris conscience de l'intérêt de nous aider. Et ils voulaient tester ces détendeurs dans la réserve, dans le cadre d'une plongée. Donc ça nous a permis parallèlement de présenter aux journalistes tout ce qu'on y trouve. Et c'est vrai que les récifs artificiels, c'est très particulier. Donc c'était un coup double en fait, autant médiatique que technique pour le matériel de plongée, puisque nous en bénéficions régulièrement au quotidien quand on plonge nous-mêmes. Il n'y a pas que des journalistes qui plongent, il y a aussi un confrère. C'est un bon plongeur. Ah, écoutez, on s'est régalé puisque le 20 octobre au matin, pour montrer son attachement à notre association et aux aires marines protégées de Monaco, donc de son pays, il est venu plonger avec nous, avec les membres de l'association et avec des représentants de chaque entité intéressée par le domaine de l'environnement à Monaco. Donc il y avait d'autres clubs de plongée, il y avait Pierre Frola qui a pris en charge la plongée. Donc c'est vrai que c'était extraordinaire. Il y avait Monsieur Calcagno du musée océanographique. On a tous plongé ensemble. Ça a été vraiment un grand moment de bonheur, de partage. On est allé immerger, le prince et moi-même avons descendu ensemble un bouquet sur ce qu'on appelle le récif commémoratif, qui porte une plaque en hommage à mon père, puisqu'en fait c'est mon père qui a créé les réserves il y a 40 ans. Alors c'était aussi très émouvant, vraiment très 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 agréable, et ce qui montre bien qu'il est profondément attaché à nos actions, profondément attaché à nos réserves, et pour nous c'est vraiment un soutien qui fait plaisir en plus, parce qu'il est très fier de ce qu'on fait, et il était tellement heureux de plonger, ça a été vraiment extraordinaire. C'est formidable. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte Carlo. Alors nous allons rappeler les objectifs de l'association monégasque pour les personnes qui n'auraient pas entendu la première émission, les grands objectifs. En fait, il y a eu les objectifs initiaux, c'est de gérer les aires marines protégées de la Principauté, puisqu'il y a celle du Larvoto qui fait 33 hectares que j'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi celle du Tambélu qui fait 1,9 hectares de superficie. Alors la première, celle du Larvoto, est destinée à préserver l'Arbide Posidonie, l'autre à protéger le tombe coralligène. Donc nos objectifs, c'est de gérer ces aires marines protégées, de propager parallèlement l'idée de protection de l'environnement, d'encourager toutes les actions menées en ce sens, de sensibiliser la population, de motiver un petit peu tout le monde aussi pour nous aider, puisque nous n'avons pas de subvention, donc plus on est aidé, plus les gens sont sensibilisés, et plus on obtient de financement, et donc plus on peut s'orienter vers une meilleure gestion et plus de recherche. Donc ça, ce sont les objectifs majeurs de l'association, et de récupérer aussi de nombreux bénévoles, plongeurs ou non plongeurs. C'est vrai qu'on effectue également des opérations de reboisement des communes limitrophes. Donc même si on ne plonge pas, on peut aider. Et c'est vrai que ça fait une dynamique commune. Ici, c'est bien ancré dans les esprits. Cette association existe, les réserves existent, et c'est de montrer aux gens avec de petits moyens, mais avec beaucoup d'efforts, on arrive à quelque chose. Et effectivement, ça marche. Vous avez des projets ? Oui, on a des projets. Là, on en a plusieurs qui sont en cours. Nous avons, dans un premier temps, l'immersion de récifs artificiels réalisés avec une imprimante 3D. Alors ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis le mois de janvier, puisqu'en fait, c'est dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco et la société Boskalis, qui est une société néerlandaise. Ces récifs nous sont offerts.
Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont faits en sable de dolomite, alors qu'habituellement les récifs artificiels sont faits en béton. Et surtout, ils sont réalisés avec une imprimante 3D, si bien que on a pu, grâce à des scientifiques, et notamment ceux du laboratoire Ecomer de l'université de Nice Sophie-Antipolis, on a pu penser les récifs de manière à ce qu'ils abritent le maximum d'espèces. Donc les anfractuosités des récifs ont été prévues en fonction des espèces. Pour les mérous, d'autres pour les murènes, d'autres qui permettent aux poissons d'être protégés des prédateurs. Et ça va être une première mondiale, puisque ce sont les premiers récifs aussi gros qui vont être imprimés, puisque aucun récif de ce type n'a jamais été immergé. Et un d'eux, justement, a été présenté de l'anniversaire des 40 ans. C'est assez particulier, mais ils vont donner lieu à un suivi scientifique et à des recherches véritablement très pointues, et par la suite à des publications sur le plan international, notamment d'analyser la différence entre cette matière-là, c'est-à-dire le sable des Dolomites, et le béton, puisque le béton a tendance à rejeter malgré tout des matières toxiques. Bon, pas tant que ça, mais enfin un peu plus que le sable. Et on va voir aussi comment la colonisation par les algues et autres va être faite. Donc, a priori, elle est faite beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment un gros projet. Parallèlement, l'idée, c'est de mettre en place également un plan de gestion à long terme au niveau de la réserve du Larvoto, avec des suivis scientifiques, avec vraiment des plans de recherche. C'est ce qu'on est en train de préparer. Et après, on souhaite intégrer la réserve du Larvoto dans un ensemble de réserves côtières. C'est un travail en réseau, puisque ça, ce qui est important, c'est d'analyser l'effet réserve. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les poissons ne sont pas prisonniers d'une réserve, mais de voir justement, en multipliant les réserves, en faisant des suivis réguliers, on va prouver effectivement ce qui n'est plus à prouver parce que c'est acté, mais travailler en réseau, échanger, voir ce qui se fait de bien dans une réserve pour l'appliquer à une autre, prendre des conseils chez les autres, c'est très 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 important. Donc c'est quelque chose de plus grande envergure. C'est-à-dire avant, on avait tendance à penser de manière un peu locale, juste à l'échelle monégasque, et là c'est en train de prendre un peu plus d'ampleur avec les réserves avoisinantes. On peut aussi mobiliser les différentes autorités qui sont sur les communes du littoral, mais même jusqu'en Italie, pour leur dire voilà, il faut absolument créer de plus en plus d'aires marines protégées. Donc ça, c'est vraiment un projet qui est en train de se mettre en place, mais qui est déjà bien ficelé et qui va apparaître très très prochainement. Destination Monte-Carlo. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs ? Et le message adressé aux auditeurs, il y a des messages très simples, purement associatifs, c'est-à-dire qu'on a une page Facebook, c'est sympa qu'elle soit consultée, comme ça les gens voient ce qu'on fait et peuvent nous rejoindre. Les auditeurs qui souhaiteraient adhérer, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc, il me semble qu'on a un site internet qui est actuellement, qui va être modifié, mais sur lequel on a des bulletins d'adhésion téléchargés, puisque après, s'il y a des auditeurs qui souhaiteraient faire des dons, parce qu'effectivement, on a besoin d'argent, il ne faut pas qu'ils hésitent. Alors, je sais qu'on n'est pas les seuls, mais là, c'est quelque chose de très concret, qui est très visible, et à penser à préserver son environnement. Je vois notamment, j'ai vu un article aujourd'hui qui concerne Villefranche. C'est malheureux, il n'y a pas que Villefranche, c'est partout ailleurs, c'est les ancrages de bateaux, de nombreuses nacres ont été détruites. Quand on connaît, les nacres, ça vit très longtemps, donc on détruit la nature bêtement. Après, quand on parle de nettoyage, tout le monde peut faire attention quand on va au bord d'une plage et éviter de laisser tomber des gobelets plastiques, des assiettes et autres au fond de l'eau. Je pense que ça, c'est vraiment le message initial, sans être purement écolo. C'est simplement de se dire on préserve la nature et puis on fait en sorte que les générations futures, c'est-à-dire nos enfants, petits-enfants, puissent en profiter. Et ça, c'est très important. Et puis c'est passionnant en plus. Donc, c'est sûr. Nous, on est tous des passionnés. On pourrait faire ça 24 heures sur 24. Et puis nous rejoindre, ça c'est important. Alors on peut vous retrouver sur Internet, on le disait à l'instant, à l'adresse suivante, www.ampn.asso.mc. Que peut-on trouver sur votre site comme info en général ? Alors, sur le site internet, parce que ça c'est l'ancien site, on trouve pour l'instant quelques données sur
différentes opérations qu'on a effectuées. Bon, il renvoie automatiquement sur la page Facebook sur laquelle on trouve notamment certains articles de presse, certaines vidéos, certains reportages. Là, c'est pour ça on est vraiment en train de le changer. On va totalement modifier même l'adresse du site pour le réactualiser, le moderniser et insérer des éléments qui sont des éléments didactiques. Quand on parle de nacre, ce qui est important, c'est que tout le public puisse comprendre pourquoi les nacres doivent être préservés. Quand on parle des rabiers de Posidonie, c'est pareil. Donc vraiment aménager le site de manière à ce qu'il soit consultable par tout le monde, scientifique ou pas, et le rendre attrayant, montrer effectivement tout ce qu'il y a sous l'eau, parce que c'est vrai que on n'imagine pas tout ce qu'il y a sous l'eau. C'est ce que le film a démontré, puisque d'autres personnalités ou même des gens qui habitent à Monaco qui ont vu le film n'imaginaient pas qu'il puisse y avoir tout ça dans la réserve. C'est ce qu'on va essayer de montrer au travers du site internet. En attendant, la page Facebook est celle qui fonctionne le mieux, qui est aimer, partager, diffuser et en parler. Pour les personnes qui n'ont pas vu le film, il y a beaucoup de choses sous l'eau? Ah oui. On a toutes les espèces méditerranéennes, qu'on retrouve dans la réserve, souvent en plus grande quantité. Alors cet été, c'était un peu l'été des mélons. L'été dernier, c'était l'été des jetons. Bon, il y en a toujours autant, mais c'est vrai que on a vraiment énormément d'espèces. On trouve aussi des petites langoustes, du homard. Alors évidemment, je rappelle, il est interdit de pénétrer, de pêcher, d'ancrer, et les contraventions sont assez importantes. Si on tente de braconner, d'ailleurs, c'est la division de police maritime de Monaco qui surveille régulièrement, plus les gens, les locaux, qui téléphonent régulièrement à la police en disant attention, on voit un bateau pénétrer dans la réserve. Et là, on a aussi l'hôtel Monte Carlo Bay qui va nous servir de sentinelle, parce qu'ils s'engagent aussi sur le plan environnemental, et on leur a demandé s'ils pouvaient, à leur tour également, dire attention, on voit un bateau qui approche, qui est ancré beaucoup trop près de l'accès à la réserve, tout simplement pour continuer à protéger toutes ces espèces. Mais c'est vrai qu'on y voit de très belles choses. D'accord. Merci Jacqueline de Bernardi, et bon courage pour la suite et pour l'association. Oui, merci beaucoup, et elle a un bel avenir. Merci beaucoup. À bientôt. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo.